Alors bienvenue dans Je te vois, le podcast qui donne la parole à l'invisible. Ici, on écoute ce qu'on ne veut pas toujours entendre, on regarde ce qui dérange, on tend l'oreille à celles et ceux qu'on oublie, qu'on juge et qu'on nie. Aujourd'hui, pour ce tout premier épisode, c'est la voix d'Aurélie que je vous propose d'écouter. Aurélie est la maman de Maëlie, une jeune fille de 14 ans qui a perdu la vie il y a un an alors qu'elle était passagère dans une voiture conduite par une chauffarde, censée la ramener chez son père. Aujourd'hui, l'enquête est toujours en cours. Une nouvelle loi sur l'homicide routier a été votée récemment, mais elle ne sera pas rétroactive, malheureusement. Maëlie n'est pas morte dans un accident. Elle est morte dans l'indifférence d'une justice qui tarde à reconnaître ce qu'elle vaut. Les drames comme celui de Maëlie restent encore légalement des actes involontaires malgré les circonstances aggravantes. Et sa mère, depuis, se bat pour que la mort de sa fille ne soit pas un silence de plus, pour que justice rime enfin avec vérité. Dans cet épisode, Aurélie nous parle de Maëlie, du don d'organes qu'elle a accepté, du deuil qu'elle traverse avec un stress post-traumatique complexe, et de son combat pour faire bouger les lois sur l'homicide routier. Ce témoignage est dur, bouleversant, mais nécessaire. Merci d'écouter, merci de voir ce que tant d'autres préfèrent ignorer. Merci pour Maëlie. Et merci à toi, Aurélie, pour ta confiance. Merci de poser ta voix ici dans Je te vois. Alors, je te propose qu'on commence doucement. Donc, peux-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour cette introduction qui me touche beaucoup. Donc je vais essayer de me présenter, succinctement. Je m'appelle Aurélie, j'ai 37 ans. Je suis la maman de Maëlie et Aria. Hem, Maëlie, comme, tu l'as précisé, est décédée, il y a bientôt un an. Son accident à cette date, avait déjà eu lieu, mais elle se battait encore à l'heure où nous parlons, hem, en service de réanimation, dans le coma. Et donc moi je suis, aujourd'hui sans emploi, depuis le drame, en incapacité, de pouvoir reprendre une quelconque, activité. Et autrefois, je dis autrefois parce que ça commence à dater, j'étais conseillère en insertion professionnelle. Pendant plus de 12 ans, j'ai accompagné les personnes, éloignées de l'emploi, vers, une reconversion professionnelle ou un accès à la formation. Suite à ça, en fait, j'ai souhaité, aller vers une reconversion professionnelle. Je me suis approprié mes propres outils et j'ai, pu accéder, à faire de mon métier, à faire de ma passion, pardon, mon métier puisque je suis devenue, pilote de montgolfière. Donc un grand virage, professionnel. Et dans cette aventure de montgolfière, que j'ai entamée en 2020, j'ai embarqué, toute ma famille, dans ma passion. Et chacun avait son petit rôle et j'y reviendrai tout à l'heure. Donc aujourd'hui, je ne suis ni en capacité, de voler. Ça fait, bientôt un an que je n'ai pas volé. Le dernier vol que j'ai réalisé, c'était, le 16 août 2024, donc après l'accident, après le décès de Maëlie, mais parce que le 16 août, c'est son anniversaire et que c'était un vol en hommage. Et aujourd'hui, je ne peux pas non plus envisager de retravailler dans mon ancienne activité parce que je recevais des personnes extrêmement fragilisées. Et aujourd'hui, en étant, dans ma situation, ça ne serait absolument pas optimum, ni pour moi, ni pour les personnes. Donc voilà, la petite présentation, aujourd'hui et la situation, d'inactivité, que je subis, depuis le drame, oui. Ok, je te remercie pour ta présentation. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous présenter le projet Justice for Maëlie? La page est disponible sur Instagram pour ceux qui peuvent aller voir. Euh, Si tu peux nous en parler. Oui, alors Justice for Maëlie, est un compte, une page Instagram effectivement que j'ai créée, après le décès de Maëlie, hem, sans trop savoir ce que je souhaitais en faire dans un premier temps, D'accord. mais déjà, avec l'envie, de donner du sens. La quête de sens pour moi, notamment depuis le décès de Maëlie est perpétuelle, parce que perdre un enfant, ça n'a pas de sens du tout.
Et en fait, je me suis rendu compte, j'en avais conscience évidemment avant de perdre mon enfant, mais nous sommes nombreux à perdre un enfant sur la route, malheureusement. Aujourd'hui encore les chiffres, j'y reviendrai tout à l'heure si je peux en donner quelques-uns. Mais voilà, j'ai constaté que beaucoup de personnes partagent ma douleur, et j'ai eu envie en tout cas de m'exprimer sur ma propre douleur, et l'impact que ça pouvait avoir sur moi, et cette envie de rendre justice à ma fille, à Maïli, puisque c'est la dernière promesse que j'ai pu lui faire sur son lit d'hôpital. D'accord. Donc du coup, tu pourrais nous dire qui était Maëlie exactement et comment tu aimerais qu'on se souvienne d'elle? Ah, c'est une vaste question. Ça me fait penser à une question qu'on m'a posée au tribunal lorsque j'ai été auditionnée récemment. Euh, où l'objectif de cette rencontre était d'expliquer ce que représentait ma fille pour moi. Et pour moi, c'est une question qui m'a énormément percutée, touchée, parce que je suis très attachée aux mots, au poids des mots et au sens des mots. Et un enfant, c'est tout. Et c'est tellement difficile de décrire qui était ma fille en construction. Maïli avait 14 ans au moment du drame. Elle allait fêter ses 15 ans. Elle était à un mois de ses 15 ans. Et, euh, et elle était en train de se forger sa personnalité. Elle était en train de se construire. Donc je peux parler de qui était Maïli, petite fille, bébé. Ses rêves aussi, C'est peut-être. ça, ses rêves. Ce que je peux dire, c'est que Maïli a toujours été pleine de vie, quel que soit l'âge qu'elle pouvait avoir. Ce que je peux dire, c'est que c'est celle qui m'a fait naître mère. Je suis née maman quand ma fille est venue au monde. C'est mon aînée, c'est mon plus beau cadeau d'anniversaire. Non pas que je préfère mon aînée à ma petite, mais moi je suis du 15 août et Maïli est née à 1h du matin le 16 août. Donc c'est pour ça que je l'ai toujours décrite comme mon plus beau cadeau d'anniversaire. Maïli, elle était généreuse, petite fille et plus grande fille. Elle était altruiste, très engagée pour ses amis. Comme elle disait, ses amis, c'était toute sa vie. C'était une sœur aimante qui aimait taquiner sa petite sœur Aria. Hem, Très complice et en même temps, beaucoup de chamailleries aussi par l'écart d'âge puisque Maïli avait 14 ans et Aria avait 7 ans, donc elles ont 7 ans d'écart. Elle aimait beaucoup aider sa petite sœur à faire ses devoirs, la maquiller. Maïli était une passionnée de rap français, donc beaucoup de bruit à la maison, que nous n'avons plus aujourd'hui et donc c'est un vide immense. Pas que pour le rap, hein, mais le rap faisait vibrer les murs souvent à la maison. Maïli était passionnée de maquillage aussi et de mode. Elle aimait beaucoup s'apprêter et pour autant c'était quelqu'un de très pudique. Voilà, qui avait sa pudeur, une certaine pudeur, mais qui aimait en tout cas l'art du maquillage. C'était quelqu'un qui aimait le concret. Maïli, elle voulait travailler, elle le disait déjà depuis plusieurs années. Et, euh, et la dernière fois que j'ai vu Maïli, c'était pour son inscription au lycée, puisque Maïli finissait son cursus au collège, hein, elle était en 3e. Elle venait de passer son brevet des collèges et puis elle a eu 2-3 jours de vacances et le drame est arrivé. Elle n'a même pas pu savoir qu'elle avait obtenu son brevet. Maïli était passionnée par l'Espagne, c'était son pays de cœur. Son papy a une maison là-bas, mon père, et Maïli, voilà, allait partir en Espagne à quelques jours près. Voilà, elle voulait faire des études via Erasmus, donc évidemment l'Espagne était son choix, étudier à Madrid notamment ou à Barcelone. Voilà ce que je peux dire de ma fille. Ce que je peux dire aussi, j'en reviens à la montgolfière.
Maïli souhaitait, elle le disait, devenir pilote comme sa maman. Elle était très impliquée dans ma passion et c'est devenu également sa passion. C'était mon équipière. Elle avait une place de choix pour m'aider à l'installation, la préparation du vol et le rangement du matériel, la gestion des passagers. Enfin, Maïli était une superbe photographe. C'était mon reporter pour chaque vol. Et ben aujourd'hui, j'ai plus d'équipière. Donc c'est aussi ce qui fait que je ne vole plus. C'est trop compliqué pour moi aujourd'hui. Oui, c'est un peu compréhensif. Et est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé exactement ce jour-là, en fait? Oui, je trouve qu'il est important d'en parler, même si, comme dans l'introduction, tu le précisais, j'ai aujourd'hui je souffre d'un syndrome de stress post-traumatique complexe. Alors, il était déjà là avant l'accident, hein, ce traumatisme. Pour d'autres raisons, il avait été ravivé très violemment en 2023. Et c'est ce qui m'avait amené aussi à prendre ce virage professionnel. Mais voilà, je te cache pas qu'aujourd'hui, la puissance du stress post-traumatique l'accident et la perte de ma fille n'a rien aidé. Donc je vais essayer d'être claire et de ne pas partir trop dans l'émotionnel, mais c'est possible que ça fasse remonter quelques émotions parce que les images... Il n'y a pas de souci. Voilà, c'était il y a un peu plus d'1 an, mais c'est comme si c'était hier pour moi. Alors, Maïli, elle vivait en résidence alternée depuis une petite année. Donc c'était la semaine chez papa quand le drame est arrivé. Moi, je devais récupérer ma fille le dimanche 7 juillet 2024. Et j'ai bien récupéré ma fille le 7 juillet 2024, mais dans un grave état. Et donc, je vais décrire ce qui lui est arrivé. Maïli avait invité une copine, Chloé, qui était au collège avec elle, une de ses meilleures amies, à passer un moment avec elle et à participer à une fête de village. En fait, nous habitons à la campagne et il y a chaque été régulièrement des fêtes de village. Maïli adorait les fêtes de village et elle a souhaité convier son amie et donc elles se sont amusées toute la soirée. Ils ont dansé, beaucoup rigolé à cette fête de village et puis aux alentours d'1h15, 1h30, elles ont souhaité rentrer chez elles, donc chez le papa de Maïli. Et en fait, le papa de Maïli tient un restaurant qui donne sur la place du village où avait lieu la fête. Et pour des raisons que j'ignore, c'est une de ses employées qui a ramené les filles, enfin qui était censée ramener les filles. Et donc, c'est là que le calvaire a commencé, mais il a été de très très courte durée, puisqu'en fait, l'accident, j'ai du mal à parler d'accident, mais bon, pour que tout le monde comprenne, je vais quand même garder ce terme. L'accident est arrivé à 1,5 km de distance des lieux de la fête du village. Donc, il est arrivé très très vite après que les filles soient montées à bord de la voiture de cette chauffarde. Donc la chauffarde, c'était une employée du papa de Maïli, qui visiblement, au vu de l'expertise et de l'enquête qui est en cours et pour laquelle j'ai pas encore tous les tenants, les aboutissants, en tout cas, il y a un excès de vitesse certain et très élevé qui a mené au drame et également aggravé par une consommation d'alcool excessive. Donc en fait, les filles étaient des proies d'une personne qui clairement faisait usage de son véhicule comme d'une arme au vu des conditions dans lesquelles elle conduisait. Le véhicule s'est accidenté tout seul, une sortie de route. Elle a perdu le contrôle de sa voiture. Il n'y avait pas d'autres véhicules impliqués. Ce n'est pas un animal qui aurait pu traverser, qu'elle aurait percuté, etc. C'est clairement dans l'expertise, il est mentionné que quand on consomme trop d'alcool, à partir d'un certain stade, il y a un effet tunnel et la vision s'en retrouve perturbée. Et donc, dans une légère courbe, elle a été tout droit et a perdu le contrôle de son véhicule qui a percuté
un poteau, téléphonique et qui s'en est suivi une série de tonneaux, jusqu'à l'immobilisation du véhicule, plusieurs, dizaines de mètres, après l'impact, donc ce qui a démontré la vitesse très importante. Le véhicule était complètement détruit. La conductrice et l'amie de ma fille, ont pu sortir, de la voiture assez rapidement, miraculés, je peux dire, parce que ce ont été les termes des pompiers. Indemne physiquement, des petites contusions, mais 3 fois rien et malheureusement, pour Maïli, il en a été, autrement. Parce que Maïli, était passagère avant et l'impact, principal, des tonneaux s'est situé sur cette zone. La voiture s'est retrouvée, immobilisée sur le toit, bah, écrasée. Ma fille était consciente, enfin, n'a jamais été consciente, pardon, même à l'arrivée des secours, elle était déjà, dans le coma. Heu, pour autant, il y avait un pouls et une légère respiration et les pompiers sont arrivés rapidement, sur les lieux du drame et ont mis, près de 2 heures à sortir ma fille, qui était donc, bloquée, incarcérée dans le véhicule. Hem, Moi, j'ai été prévenue par le papa de Maïli, à peu près 1 heure après l'accident. J'ai été réveillée, je dormais, hein, j'ai été réveillée à 2h30, et quelques minutes du matin, par, ces annonces, dans lesquelles il me disait, «Maïli a eu un accident». Hem, c'est aujourd'hui encore, des paroles qui, voilà, qui sont très présentes, dans ma tête et donc quand j'ai su ça, eh bien, j'ai pris ma voiture et j'ai cherché, je suis partie en pleine nuit, j'ai réveillé mon conjoint pour qu'il garde Aria. J'avais ma fille à la maison, mon autre fille qui dormait. Je ne savais pas à quoi m'attendre et donc je suis partie avec ma voiture en pleine nuit et je me suis laissée guider par les gyrophares. Le papa de Maïli, habite à 15 minutes de chez moi environ. Je connais très bien la zone et les gyrophares en pleine nuit m'ont guidée, jusqu'au lieu du drame et en fait, j'ai assisté, à l'intervention des secours. J'ai été accompagnée par une médecin du SAMU qui est restée, à mes côtés, tout le temps que les pompiers se démenaient à essayer de sortir mon enfant du véhicule. Ils étaient nombreux et moi je voyais, la sueur perler sur leur front, je les voyais vraiment, faire un effort, monstrueux et évidemment pour des raisons de sécurité, ils m'ont interdit de m'approcher de Maïli. Je resterai toujours traumatisée de cette vision, la seule vision que j'avais de ma fille puisque je la distinguais, au loin, je distinguais sa main, perfusée puisque la médecin du SAMU, avait juste pu lui mettre une perfusion de morphine pour qu'elle ne souffre pas. Hem, Quand ma fille a pu être extirpée du véhicule, heu, elle a tout de suite donc été prise en charge par la médecin du SAMU, les pompiers et cetera et Maïli est partie très rapidement, par voie terrestre, à l'hôpital, au CHU de Bordeaux, au service, des chocages, urgences adultes puisque Maïli avait, 14 ans mais elle avait un gabarit d'une personne adulte. Et donc, pour nous, a commencé, de très longues heures d'attente, hem et de profond désarroi, sans savoir, ce qu'il allait advenir de mon enfant et en même temps, une petite voix qui résonnait à l'intérieur de moi, où j'avais perçu que ma Maïli, elle était plus là, même à ce moment-là et sur les lieux de l'accident. Hem Maïli a été admise, en service de réanimation chirurgicale et traumatologique de l'hôpital Pellegrin, donc le CHU de Bordeaux, qui se situe à peu près à 1 heure de mon domicile. Et je n'ai jamais quitté Maïli, pendant tout son séjour, à l'hôpital. Le pronostic était très pessimiste, très engagé. Ma fille avait un important, traumatisme crânien.
un œdème cérébral qui faisait pression dans son cerveau et ça a été une lutte acharnée de par les médecins et ma fille également a lutté pour pouvoir stabiliser cette pression intracrânienne. Maïli a passé 13 jours dans le coma, dans ce service réanimation. Et les médecins, malgré tous leurs efforts, n'ont jamais réussi à stabiliser. Excuse-moi, j'ai des petites perturbations. N'ont jamais réussi à stabiliser la pression intracrânienne. Donc, elle a eu plusieurs interventions lourdes. Les médecins ont tout tenté pour la sauver et donc moi j'étais présente à chaque instant. Et jusqu'au moment où, 13 jours après, on nous a annoncé que Maïli ne pourrait pas se réveiller, que le cerveau n'était plus oxygéné et que pour elle, il s'agissait d'une mort encéphalique. Voilà, si je peux résumer ce qui s'est passé sur les lieux de l'accident. Excuse-moi si je peux faire une petite pause. Oui, je te laisse. J'ai les chiens qui m'embêtent. Excuse-moi. Il n'y a pas de souci. C'est très dur à entendre. Là, je les ai changés de côté, ça sera beaucoup mieux. C'est bon. Du coup, par rapport à tout ça, ce que je disais, c'est vraiment, je pense que pour tous les parents qui entendent tout ça, c'est très dur à entendre et c'est même innommable et inimaginable. Et pour continuer sur le sujet, qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans la façon dont l'accident a été traité finalement? Alors, c'est difficile. Parfois, les mots n'existent pas. Il faudrait que j'en crée de nouveaux. Je peux m'estimer, alors je vais dire chanceuse, mais avec des gros guillemets, parce que ce qu'on vit, c'est absolument pas une chance. Mais moi, je n'ai jamais quitté mon enfant à partir du moment où je l'ai trouvé sur les lieux du drame, jusqu'à son décès, jusqu'au don d'organes. J'en reparlerai après. Mais que ce soit les pompiers, les gendarmes, le SAMU, tous les interlocuteurs présents le soir du drame, ils ont fait preuve d'un courage et d'un travail acharné, absolument qualitatif. Je suis pas médecin et je n'y connais rien, mais il y a des regards qui ne trompent pas. Il y a des gestes qui ne trompent pas non plus. J'avais des vrais professionnels en face de moi, mais j'avais avant tout des humains. Et j'ai toujours eu affaire à des humains. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital, nous avons eu affaire à un médecin qui nous a fait part du diagnostic, donc trauma crânien, Glasgow 3 pour ceux qui connaîtront, mais ça veut dire que Maïli n'avait plus aucune réponse visuelle, aucun stimuli, et qu'elle était inconsciente. Ce médecin a été un peu abrupt dans l'annonce du diagnostic parce que moi, ça a été un tel choc que je ne contrôlais plus mes émotions. C'est le seul qui a été abrupt. Tous les autres au service de réanimation, tous les médecins, les infirmiers qui ont pu œuvrer pour Maïli. Et un service de réanimation, c'est pas une chambre d'hôpital classique, c'est pas l'hôpital tel qu'on le connaît quand on vient rendre visite à quelqu'un qui a subi une intervention. Un service de réanimation, il faut imaginer des patients qui sortent d'une zone de guerre. Maïli, c'était comme un attentat. Ce qu'elle a subi, moi, ce que j'ai ressenti sur les lieux du drame, c'était la même chose. Et donc tous les patients n'ont pas de chambre individuelle, c'est une unité où il y a des box et donc nous entendons aussi ce qui se passe pour les autres patients. Et donc c'est 13 jours d'immersion plus qu'en enfer, parce qu'au-delà du traumatisme de voir son enfant branché à de multiples tuyaux reliés à des machines pour l'aider à respirer, manger, uriner, etc., Maïli étant très pudique, j'ai eu beaucoup de mal à accepter qu'en plus de l'accident,
elles subissent pareil, intrusion quelque part dans son intimité, mais pour autant c'était pour la sauver. Et souvent je lui parlais, je lui disais fais confiance au médecin, fais confiance au médecin. Et malheureusement, les séquelles étaient trop importantes, mais nous, on a eu à faire tout son cursus à l'hôpital, que ce soit de la prise en charge sur les lieux de l'accident, pour nous, famille de victimes, ou pour Maïli, jusqu'à l'accompagnement funéraire. Nous sommes tombés sur des humains qui ont vraiment eu beaucoup de compassion pour ce que l'on vivait, beaucoup de bienveillance et comment dire, ça nous a porté. Ça nous a pas enlevé la tristesse, la colère, ça nous a pas enlevé l'injustice, mais j'ai pu entendre beaucoup d'autres témoignages de parents ayant vécu un drame similaire qui n'ont pas eu cette chance-là d'être accueillis par des humains et qui encore aujourd'hui peuvent être malmenés par tout un système. Voilà. Moi, ce que je peux dire, c'est que tout le monde s'est battu pour sauver mon enfant. Et tout le monde a partagé, même si il faut le vivre pour vraiment comprendre ce que ça fait, mais était dans l'empathie, dans la profonde empathie avec moi. Et quelles sont les injustices que tu ressens encore aujourd'hui? Oh, il y en a beaucoup. Je commencerai par l'injustice envers la vie. J'en veux beaucoup à la vie. J'ai pas de croyance particulière. Je suis très, comment dire, curieuse et respectueuse de toutes les croyances. Mais moi, la vie m'a privée de mon enfant. Et comment dire, j'en veux à la vie pour ça. Parce que Maïli était loin de mériter une pareille chose. Personne mérite ce qu'elle a vécu. Personne mérite ce qu'on vit aujourd'hui. Et encore une fois, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, perdre un enfant, ça n'a aucun sens. Maïli était en parfaite santé. Maïli était en train de se construire jeune fille, avait plein de projets. On n'est pas censé partir avant nos enfants. Je sais bien que la vie ne prévient pas et que on peut mourir à tout âge, mais il faut le vivre aussi pour vraiment se rendre compte de ça, je crois. Je m'en suis voulu de ne pas m'être préparée à cette hypothèse-là. Et puis beaucoup de professionnels de santé mentale m'ont dit mais madame, on ne peut pas se préparer à ça. Pas se préparer à ça, c'est impossible de vivre en ayant cette peur quotidienne. Donc j'essaye d'apprendre voilà, à vivre avec ou vivre sans, je sais pas. Souvent je dis ça dépend comment on se positionne. Comment dire, les injustices, en plus de celles de la vie, et celle-ci, il n'y aura jamais de réparation puisque ma fille ne reviendra jamais. Je dois vivre comme ça. J'ai l'habitude de dire, ben c'est moi qui ai pris perpétuité finalement. On m'a pas donné le choix. Je suis sans ma fille et ça sera pour le restant de ma vie. J'ai 37 ans, il me reste environ 40 ans à vivre comme ça. Je parle pas de vie, je parle de survie. Ça fait 1 an que je survis et je pense que je serai en mode survie pour le restant de ma vie. Et ça, c'est injuste aussi, parce que ce n'est pas juste une vie qu'on a prise, ce n'est pas juste la vie de ma fille, c'est la vie de toute une famille qui s'en retrouve dévastée, pulvérisée. Les conséquences sont grandes et vont au-delà de la maman, au-delà de la petite sœur. Les grands-parents sont touchés, les tantes, les cousins. Nous étions une famille unie, nous le sommes encore aujourd'hui dans le drame et dans cette épreuve, et heureusement, là aussi, j'ai beaucoup de chance d'être soutenue et d'avoir une famille aimante et compréhensive. C'est pas le cas de tout le monde. Si j'en suis là aujourd'hui, c'est aussi grâce à ça, mais quelque part c'est injuste parce que eux aussi subissent. Sont des co-victimes. Ceux qui restent, c'est aussi des victimes. Et souvent, et je vais me parler de la justice, celle des lois, celle qui est censée appliquer les lois. Et là aussi, il y a beaucoup d'injustices. Alors je le savais aussi pour d'autres raisons auparavant, mais là, je débarque dans un monde où en fait, je me rends compte qu'aujourd'hui, en France, on est en 2025, eh bien,
On peut tuer quelqu'un sur la route, on peut utiliser sa voiture, en faire une arme, hein, parce que quand on conduit à une vitesse très excessive, alcoolisée, le véhicule, ben oui, devient une arme et j'insiste là-dessus. Et on peut s'en sortir et continuer de mener sa vie à peu près normalement. Voilà. Et quand on compare à d'autres types de peines pour du matériel, eh bien, parfois les peines sont bien plus élevées que pour une vie perdue dans le cadre d'un homicide routier. Et ça, c'est pas tout à fait logique pour moi. C'est injuste. Voilà. Ça reste une injustice. Mais les lois sont faites comme celle-ci et je sais très bien que à mon petit niveau, je n'aurai pas d'impact là-dessus, mais je trouve que c'est important quand même de le rappeler. En même temps, beaucoup diront aussi: «Oui, mais quelle que soit la peine, ben, votre fille, ne reviendra pas». Merci à ces gens qui pensent comme ça, je le sais très bien. Mais on a besoin d'être reconnu. Moi, j'ai besoin que ma fille soit reconnue telle la victime qu'elle est, victime d'une chauffarde, pas morte dans un accident, morte dans un homicide routier, suite à des comportements irresponsables et égoïstes d'une ou de plusieurs personnes qui étaient censées avoir la responsabilité de ma fille mineure et de son ami également mineur. Et ça, c'est important pour moi de le rappeler parce que nous, on va encore entendre parler d'homicide involontaire, même si la loi, Ouais, voilà, malheureusement, ouais. elle a été actée, entérinée le 1er juillet dernier par le Sénat. Maintenant, il faut que le président Emmanuel Macron acte aussi la validation de cette loi pour qu'elle soit inscrite dans le code pénal. Mais tous les accidents qui sont arrivés avant le vote de cette loi ne seront pas concernés par ce qualificatif d'homicide routier. Il n'y a pas de rétroactivité, hein, ça c'est la Constitution qui le prévoit et ça je le comprends aussi tout à fait, même si c'est difficile pour moi d'accepter dans notre situation ce principe de non-rétroactivité. Ça va être très dur parce qu'au procès, voilà, on entendra encore homicide involontaire. Comment dire, involontaire pour moi, je parlais du poids des mots et du sens des mots qui sont très importants pour moi. Involontaire, c'est j'ai pas fait exprès, c'est pas de ma faute. Et je regrette, je militerai toujours pour ça. Et Justice pour Maïli, la page, elle existe aussi pour ça. Maïli devient l'image de cette cause que je souhaite, sur laquelle je souhaite communiquer, mais euh, oui, effectivement, je sais que cette personne ne s'est pas levée le matin, ce matin-là du 6 juillet, hein, puisque c'était dans la nuit du 6 au 7 juillet hein, que le drame a. Je sais très bien qu'elle s'est pas levée en se disant tiens, ce soir, je vais tuer 2 gamines de 14 ans. Je suis quand même très lucide. Pour autant, son attitude et ses choix ont tout fait pour que cette situation, ce drame arrive. Donc on peut pas dire c'est pas de ma faute parce que personne l'a obligé à boire. On peut pas dire c'est de ma faute parce que personne l'a obligé à conduire en gros excès de vitesse sur une route absolument pas adaptée. Avec 2 mineurs à bord. Donc ça, j'insisterai toujours là-dessus. C'est très injuste d'entendre ce qualificatif involontaire parce que c'est pas la réalité, c'est pas ce qui s'est passé. C'est pas un accident. C'est pas. Bien sûr que je sais aussi que les accidents ça peut arriver et que parfois ça arrive et que personne n'est vraiment fautif. Là, il y a une fautive, il y a des fautifs qui n'ont pas porté assistance à mon enfant et son ami et qui auraient pu éviter que le drame ne se produise. Ça, c'est très injuste aussi. Ce que je peux dire aussi sur les injustices, c'est comment dire, quand on est victime, co-victime, parent, dans le dans dans le drame, en fait, on est assez seul. Même si j'ai quand même pas été trop mal, on n'a pas été trop mal accompagnés parce qu'on a pu avoir une psychologue au sein de l'hôpital qui nous a quand même bien aidés. Également ma petite fille Aria qui avait donc 7 ans et demi au moment des faits et qui avait vraiment besoin d'être accompagnée pour comprendre ce qui arrivait à sa sœur.
Mais on est tout seul quand même. C'est-à-dire que on reçoit, on est choqué par ce que l'on a reçu comme diagnostic, par ce que l'on a vu sur les lieux du drame, etc. Et donc, c'est comme si on était, enfin, c'est le traumatisme, ce sont les mécanismes du traumatisme. C'est comme si on se sentait spectateur un petit peu Comme une dissociation. Ouais, ouais, clairement, il y a une dissociation et en même temps, pour moi, il y a eu une forte nécessité, un fort besoin de rester très lucide pour comprendre tout ce qui se passait. Donc c'était, je devais jongler en permanence entre la maman pulvérisée et l'adulte responsable qui se doit de comprendre ce qui se passe pour son enfant. Donc c'était très particulier le switch permanent dans ma tête. Comment dire, si je n'avais pas eu ce passé professionnel, à savoir j'accompagnais, j'orientais les personnes dans le besoin en fonction de leurs problématiques. Je crois que si je n'avais pas eu ce passif professionnel, j'aurais pas été en capacité de m'orienter comme je l'ai fait aujourd'hui, depuis 1 an, et je crois que beaucoup de personnes, face au choc d'une telle importance, n'ont pas cette capacité à s'orienter et à activer les leviers qui leur permettraient d'être aidés. Comment dire, la coupable, enfin la coupable qui ne l'est pas reconnue encore, mais la présumée, la chauffarde, appelons-la la chauffarde, elle a pu activer ses droits très vite. Une personne comme ça, quand elle est, en tout cas, il y a une enquête qui se met en place autour d'elle et de ce qui s'est passé ce soir-là. Elle a pu avoir accès à un avocat très vite, elle a pu avoir accès à un médecin très vite, un psychologue, etc. Et puis s'est mis en place toute une série de droits dans le cadre de l'enquête. Hein. Elle a été mise en examen, etc. Et moi, j'ai été très interpellée. Je suis pas la seule victime ou seule famille de victimes à le dénoncer. Très interpellée que finalement, pour elle, il s'est passé plein de choses quand on avait l'impression que pour nous, il se passait rien. Nous sommes restés 6-7 mois sans aucune information, aucune, sur ce qui se passait dans l'enquête vis-à-vis d'elle. Voilà, et ça, ça se rajoute à la peine d'avoir perdu mon enfant, quoi. On a l'impression d'être laissé pour compte, et puis si on nous dit pas, il faut que vous preniez un avocat. Si on nous dit pas, vous pouvez être suivi par telle ou telle structure dans le cadre de votre deuil, etc. Eh bien, il se passe rien et on est tout seul. Et ça, c'est très injuste aussi parce que finalement, c'est le monde à l'envers. Pourquoi la personne responsable d'un tel drame a droit à un accompagnement, à un avocat, etc. tout de suite, et pourquoi nous, on n'est pas pris en charge par une structure X ou Y. Il existe évidemment plein d'associations, et je citerai l'association Antoine Aleno, que je remercie énormément parce que c'est une des premières associations que j'ai contactées. Et ils sont spécialisés dans l'accompagnement des victimes, des familles de victimes, de jeunes, hein, d'enfants perdus, dont la vie a été fauchée sur la route aussi par des chauffards. Et donc, je me suis reconnue dans tous les témoignages et toutes les publications qu'ils pouvaient faire. Et je remercie énormément les associations. Et en même temps, c'est très injuste parce que les associations, elles sont là pour pallier à une absence de l'État. Je suis désolée, s'occuper des victimes et des familles de victimes, étant donné que c'est un drame qui est arrivé sur la route, causé par quelqu'un qui n'a pas respecté le code de la route, l'État devrait fournir une prise en charge bien plus importante aux victimes et aux familles de victimes. Je pensais que c'était le cas, donc je l'apprends en même temps. Ouais. C'est incroyable de savoir qu'il n'y a pas de prise en charge finalement par l'État dans ce genre de situation. Non. Alors il y a une prise en charge, si on peut parler de prise en charge, pour ne pas quand même dire n'importe quoi, et il y a la CAF, par le biais de l'État, hein, qui octroie une allocation qui vient en aide notamment pour les frais d'obsèques, etc. Ouais, financière seulement. Mais encore une fois, c'est pas forcément systématique la mise en relation, en tout cas, et quand on est sous le choc et qu'on doit organiser aussi, j'y viendrai, tout ce qui est en lien avec le funéraire et les obsèques de son enfant, c'est
c'est une autre injustice et c'est une autre peine, ça vient se rajouter donc c'est parfois pas évident d'activer les bons leviers, quoi. Et justement, tu as organisé une marche blanche pour Maëlie lundi 7 juillet. Quel message portait-elle à cette marche blanche? Alors j'ai effectivement organisé une marche blanche en hommage à Maëlie le 7 juillet dernier. Même si c'est pas la date officielle, je dirais entre guillemets, du décès de Maëlie. Officiellement, Maëlie est décédée le 20 juillet dernier, donc bientôt dans un an. Le 7 juillet, c'est la date du drame et pour moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai senti dès cette nuit-là que même si Maëlie survivrait, ça ne serait plus ma Maëlie. Et je dis bien ma Maëlie, pour moi, je l'ai perdue le 7 juillet. Donc pour moi, c'était symbolique de l'organiser le 7 juillet et puis également, ça me permettait de transmettre des messages. Évidemment que l'objectif premier de cette marche, c'était de rendre hommage à Maëlie, de se réunir et beaucoup de personnes, on était environ 100 personnes, des amis, des professeurs, sa famille, on s'est réunis et en fait, au sein de son collège dans un premier temps et puis, voilà, l'idée c'était vraiment d'être ensemble, 1 an après le drame et mais également pour moi, je voulais aller plus loin, que l'hommage à ma fille parce que je cherche toujours cette question du sens et pour moi, transmettre certains messages, au nom de Maëlie et au nom des autres victimes, puisque Maëlie est loin d'être la seule, et faire changer des mentalités, même si ces 2 personnes, qui ce jour-là ont été sensibilisées par ce que j'ai pu leur dire, eh bien j'estime que c'est quelque chose de positif et de gagné. Voilà pourquoi j'ai fait cette marche blanche et les messages que je souhaitais, transmettre, c'était, notamment, à rappeler, que ça n'arrive pas qu'aux autres. Oui, il faut le rappeler, même si on le sait au fond de soi, mais on a souvent tendance à se dire, «C'est tellement horrible, tellement impensable, tellement, tabou». Tabou, Heu, ça j'allais dire, c'est ça. le deuil d'un enfant, surtout dans des conditions brutales comme celle-ci, eh bien, c'est tabou et donc on n'est pas préparé à ça, mais pour autant, ça n'arrive pas qu'aux autres et un jour l'autre, c'est vous, c'est moi, c'est toi, c'est mon enfant, c'est ton enfant, c'est ton frère, c'est et ça, il faut vraiment que les gens, arrivent à l'acter parce que les comportements routiers doivent changer. Parce que Maïli n'est pas la seule à avoir, subi, la délinquance routière. Je parlerai aussi de Chloé, son amie qui certes, a survécu, mais qui aujourd'hui doit vivre et se construire, toute sa vie avec un traumatisme, immense et monstrueux. Et ça, je souhaite qu'on n'oublie pas Chloé. Hem, j'ai voulu effectivement rappeler que la loi pour l'homicide routier, est passée et que c'est une victoire, pour toutes les futures, victimes et que j'espère qu'aujourd'hui beaucoup de gens prendront conscience que, hein, je le redis, qu'une voiture peut se transformer en arme selon, comment on l'utilise. Et que c'est pas juste, des radars, des PV, l'État qui veut remplir ses caisses ou tout ce qu'on peut penser. Je crois que s'il existe un code de la route, et une réglementation, c'est pas pour rien. On n'est pas tout seul sur la route. Donc je le répéterai, on le dit depuis longtemps, mais si on consomme de l'alcool, on évite de conduire, hein. Tout à fait. Voilà, on Comme- se fait ramener, on dort sur les lieux, on trouve tout un tas de solutions, mais pour moi, c'est important de le redire, même si on en parle depuis, plus de 20 ans maintenant. C'était aussi l'occasion pour moi de parler de qui était Maïli, comme j'ai pu le faire un petit peu tout à l'heure, pour qu'on se rappelle d'elle, de façon positive. Et aujourd'hui, ses amis, sont nombreux encore à penser à elle et à me contacter, très régulièrement et je les en remercie d'être encore autant investis pour Maïli et dans cette cause qui est devenue, la nôtre à tous. C'était également, l'occasion pour moi de remercier, et de rendre hommage, oui, de remercier ma fille, pour ce geste,
d'une générosité absolue dont elle a fait preuve, généreuse jusqu'au bout. J'ai souhaité que ma fille puisse donner ses organes Ouais, tu as pour accepté le don sauver des vies. d'organes. Pour Et sauver des est-ce que vies. tu souhaites en parler justement? Oui, parce que pour moi c'est important aussi de militer pour cette cause. Je pense que aujourd'hui j'ai pas suffisamment d'énergie pour en faire quelque chose de concret, ou créer une association, faire des interventions, etc. Mais c'est vraiment quelque chose que je projette et ça fait partie des questions prochaines, donc je détaillerai tout à l'heure. Mais comment dire, le don d'organes reste une thématique incontournable qui nous concerne aussi tous et dont on ne parle pas assez et pas assez tôt. Et du coup, on se retrouve démunis à faire des choix sans savoir. Et on se retrouve après l'annonce du décès de mon enfant à devoir prendre ces décisions-là et en les prenant sans réellement savoir ce qu'elle en pensait, elle. Euh, C'était difficile parce que finalement j'ai pris la décision que Maëlie donne ses organes parce que pour moi, je le redis, sa mort n'avait aucun sens et c'était le seul sens que je pouvais donner à sa vie parce que je me suis demandé mais à quoi aura servi sa vie si ce n'est à me rendre la plus heureuse des mamans. Euh, Sa vie, elle aura servi à ça, à sauver d'autres vies. Et je crois, connaissant mon enfant et tel qu'on me l'a décrit, tel que ses professeurs me l'ont décrite, ses amis me l'ont décrite, je crois que Maïli aurait vraiment beaucoup aimé cette idée d'avoir sauvé des vies et notamment des enfants. Maïli a pu sauver 4 personnes. Elle a donné son foie et elle a donné ses reins. Elle a également donné son cœur. Principalement pour des enfants ou des personnes jeunes. La loi permet pas aujourd'hui de connaître les receveurs, ni de savoir quel âge ils ont, etc. Mais on peut savoir comment vont les greffons. C'est difficile de le présenter comme ça, mais en tous les cas, les receveurs peuvent écrire une lettre pour remercier en restant anonyme, et moi aussi, je peux m'adresser à eux si je le souhaite. Et ça, c'est vraiment, je parlerai aussi de l'accompagnement extraordinaire dont on a bénéficié au CHU de Pellegrin. Il y a un service dédié au don d'organes, hein, un centre de coordination de prélèvement de tissus et de don d'organes. Et là aussi, on a des infirmiers, on a des médecins, on a même du personnel administratif. Ils sont tous, en tout cas pour ce que j'ai pu ressentir, et ils sont tous extraordinaires parce que c'est jamais facile et que dans cette démarche, nous avons été extrêmement bien accompagnés de façon très humaine. Et ma fille a été énormément remerciée pour son geste et on a pris soin d'elle énormément dans l'intervention. Et j'ai aucun doute là-dessus parce que j'ai pu les accompagner, alors pas au bloc évidemment, mais jusqu'à la porte du bloc. Et encore une fois, j'avais des humains avant d'avoir des professionnels, de bons professionnels, mais aussi de personnes très humaines. Et les regards ne trompent pas. Et je sais que ma fille a été et ses organes ont été extrêmement bien pris en charge. Euh, la loi aujourd'hui, elle fait de nous des donneurs systématiquement. Si on décède et que l'on se positionne pas sur un refus, on est donneur d'organes immédiatement. On peut s'y opposer. Il existe une plateforme sur laquelle on peut s'inscrire pour refuser d'être donneur ou bien refuser de donner tel ou tel organe. C'est une décision qui est tellement personnelle que elle se discute pas. Et si j'avais refusé ou si Maïli s'était inscrite sur cette plateforme, parce que les jeunes peuvent le faire à partir de 13 ans, et donc moi j'ai donné mon accord, mais ils se sont aussi assurés via cette plateforme que Maïli n'était pas opposée au don d'organes. Et donc suite à ça, quand toutes ces vérifications sont faites, eh ben ça va très très vite. Et ça pour nous, ça a été 2 jours de plus à l'hôpital, même après l'annonce terrible qu'on a eu à subir, qui est la mort de notre enfant. Mais ça a donné du sens. Ça n'a pas apaisé ma douleur, qui sera toujours très très vive.
Ça n'a pas apaisé l'injustice de la vie, mais ça a donné un peu de sens à sa vie, à elle, pour moi. Et voilà, pourquoi je aussi organisé cette marche blanche, pardon, c'était pour que l'on pense aussi à Maïli, un être d'une absolue générosité jusqu'au bout, quoi. Et Ça la rappeler. représente bien. Et après aussi dans l'importance de pouvoir en parler à tout âge, parce que même les enfants, ben, Aria, 8 ans aujourd'hui, se retrouve embarquée dans des dans des thématiques qui sont lourdes, et on essaye de la préserver au maximum de tout ça pour qu'elle vive sa vie de petite fille autant qu'elle pourra. Ça reste très compliqué pour Aria, mais Aria m'a énormément surprise parce que il y a peu de temps, fin juin, c'était la journée nationale de sensibilisation au don d'organes et nous avons participé à une action, c'était pas prévu. Et en fait, il y avait une association qui s'appelle France Adot. Donc cette association, elle est là pour faire principalement de la sensibilisation et l'accompagnement des receveurs ou des donneurs. Et, et il parlait de cartes d'ambassadeurs pour pouvoir parler du don d'organes auprès de ses proches. Et Aria, 8 ans, du haut de ses 8 ans, me dit mais moi je suis trop petite pour être une ambassadrice. Et donc ben, on a essayé de lui faire comprendre que non, elle pouvait aussi être une ambassadrice. Alors oui, à 8 ans, c'est peut-être particulier de parler de don d'organes, mais finalement je crois que si on explique les choses simplement aux enfants, au début Aria a été un petit peu inquiète de savoir ça, mais finalement elle s'est rendue compte qu'elle avait sauvé des vies. Et Aria a dit alors si c'est pour sauver des enfants, oui je suis d'accord. Voilà. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça évite pour les parents une double peine, une triple peine de se dire je fais un choix parce que c'est mes convictions, mais finalement, quelles étaient les convictions de Maïli à 14 ans? C'est difficile en construction. Et donc, on fait des déductions par rapport à un profil généreux qui était là depuis longtemps et on se dit que c'est ce qu'elle aurait voulu. Mais c'est important d'en être sûr, je crois, et ça peut arriver n'importe quand. Et moi, si j'avais pu être dans la situation opposée, avec un enfant, une de mes filles très malade, dialysée par exemple, quotidiennement, parce que ses reins ne fonctionnent plus, eh bien, si j'avais pu recevoir ce cadeau, si j'avais évidemment que c'est un geste, bah, je c'est inestimable. C'est inestimable et j'ai imaginé, je me suis imaginée à la place de ces familles et ça avait du sens pour moi. C'est magnifique déjà. Et je vais rebondir par rapport à ça, puisque tu en parlais. Et tu vis donc avec un syndrome de stress post-traumatique assez complexe. Et qu'a-t-il changé dans ta façon de vivre avec ce deuil, finalement? C'est, comment dire? Alors comme je l'expliquais au début, le stress post-traumatique complexe, était là, diagnostiqué avant le décès de mon enfant, mais j'étais en pleine phase, moi ça fait maintenant 2 ans que je suis suivie, par une psychologue qui me propose des séances d'EMDR. Alors je sais pas si, tu en as déjà entendu parler, mais c'est vraiment, une thérapie spécifique à la prise en charge du traumatisme, donc complètement adaptée à ma problématique. Et donc au moment du drame, donc juillet dernier, j'étais dans une phase, où j'allais beaucoup mieux. J'étais sortie de mon burn-out et donc j'avais repris, tout juste une activité professionnelle, en tant que pilote de montgolfière. Et donc j'ai pu exercer 1 mois dans cette branche-là et puis l'accident est arrivé. Donc tout s'est cassé la figure et donc le syndrome de stress post-traumatique a pris une ampleur folle. Aujourd'hui, alors même si je continue le suivi régulier en EMDR, j'ai des reviviscences, des images qui sont quand même encore très présentes à la vue de certaines choses ou à l'évocation de certains sujets. Euh, Comment dire, ça peut être une odeur, ça peut être un son. L'exemple des sirènes, pardon, d'ambulance ou bien de voitures de gendarmerie, ça, ce sont les gyrophares. C'est comme ça que je me suis orientée en pleine nuit pour retrouver mon enfant sur les lieux du drame. Et ça reste des choses qui sont très perturbantes parce que ça réactive immédiatement le trauma. Et quand ça réactive le trauma, s'ensuit
S'ensuit des réactions émotionnelles, des réactions physiques, de très forte angoisse, comme si j'y étais. On parle souvent pour comparer, parce qu'on a souvent présenté le stress post-traumatique, et on en parle beaucoup plus depuis les attentats, depuis le Bataclan. Et on en parle aussi beaucoup pour les militaires qui reviennent de la guerre. Clairement, moi, j'ai pas vécu ni un attentat ni une scène de guerre, mais c'est exactement le même mécanisme qui s'est instauré en moi, et je suis pas à l'abri de faire une crise de panique parce que quelque chose va me rappeler ce que j'ai vécu de Raviver. traumatisme à ce moment-là. Par exemple, le véhicule, genre, je sais pas si on peut citer la marque, et donc du coup, je préciserai pas la marque, mais je dirais de marque allemande, le véhicule que conduisait la chauffarde. Ce logo, je ne peux plus le voir aujourd'hui, ça m'active tout de suite. Euh, Comment dire, ça me fatigue énormément. Parce que je suis sans arrêt en train de contenir ce trop plein d'émotions, et Puis en hyper alerte je finalement. suis en hypervigilance tout le temps. Et évidemment que maintenant j'ai peur que la vie me prenne aussi ma deuxième fille. Donc ça fait partie de moi tout le temps. Donc j'essaye de pas le reporter sur Aria. Donc c'est du contrôle aussi. Et donc je suis fatiguée tout le temps parce que ça me demande une consommation d'énergie de dingue en fait pour rester dans le contrôle. Euh, Ça, c'est donc la fatigue, elle est quotidienne, et elle est physique parce que j'ai des douleurs de droite et de gauche à cause des tensions nerveuses et musculaires. Euh, Il y a des choses que je peux plus faire du tout. Aller dans un centre commercial blindé de monde, c'est très compliqué. Récemment, on a été invité par le biais de l'association Aleno à un concert. Alors Aria adorait la chanteuse, donc j'ai pris sur moi, et elle avait le droit à un moment pour elle aussi. Donc, mais ça reste très compliqué parce que le bruit en service de réanimation, il y avait tout le temps du bruit, tout le temps des bip bip, tout le temps des stimuli, et des lumières, des équipements bruyants, lumineux. C'est aujourd'hui des choses que j'ai beaucoup de mal à vivre bien. Voilà, je suis sous traitement pour pouvoir dépasser quand j'ai pas le choix que de me retrouver dans des situations de ce type. J'ai été hospitalisée également pour ça, hein, pour le stress post-traumatique, mais aussi pour ce qui en a découlé. Euh, J'essaye aujourd'hui, et ça prendra du temps, mais de survivre. Et je le disais tout à l'heure, parce que s'en est découlé une dépression très importante. Alors, deuil, stress post-traumatique, tout ça se mélange, et a fini par me faire complètement craquer au passage à 2025. En fait, le 1er janvier 2025 a été très compliqué pour moi parce que j'ai réalisé que moi j'étais en 2025, mais Maïli resterait éternellement en 2024. Ça a été difficile, et donc j'ai sombré à ce moment-là, et j'ai été obligée de prendre la décision de me faire aider en étant hospitalisée. Et j'y suis restée un mois, et ça a été très bénéfique, en tout cas pour restabiliser un peu sur le plan émotionnel, et adapter mon traitement. Voilà. Donc aujourd'hui, je suis sous traitement, je prends des antidépresseurs, et par moment, de quoi apaiser les angoisses, mais ça ne peut pas être certaines molécules parce qu'elles ne sont pas adaptées avec le trauma. Enfin voilà, on essaye de jongler vraiment, et je sais que je serai dépendante de ces traitements-là pendant encore très très longtemps, et peut-être pendant le restant de ma vie. Si je veux vivre en société, si je puis dire. Voilà. Du coup, ça répond un petit peu à ma question, mais comment vis-tu le deuil finalement et qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise ou qu'on comprenne? Alors, moi, je me suis blindée parce que je savais que les gens pouvaient être maladroits dans leurs mots. Et je savais que de toute façon, aucun mot ne pourrait apaiser, aucune parole, aucun geste, aucun rien ne pourrait apaiser ce trou béant que j'ai dans mes entrailles. Donc en fait, j'ai accepté toutes les paroles des gens.
de mes proches, de mes moins proches. J'ai tout accepté parce que même s'il pouvait y avoir certaines maladresses, comme certains qui ont pu me demander si j'avais repris le travail quelques jours après, euh, ça part d'un bon. Je veux dire, il y a une volonté de bienveillance derrière et on peut pas empêcher les gens d'être maladroits. Euh, mais souvent, les personnes me disent, je sais pas quoi te dire. Et moi, je réponds, il y a rien à dire. Je Il y crois a qu'il n'y a pas, pas de mots. il y a Voilà. pas de mots. Et la douleur, pour la comprendre, il faut être parent ou avoir Euh, perdu un enfant. ouais. Et pour moi, ça sera toujours très compliqué d'expliquer ce que je ressens émotionnellement et physiquement parlant. C'est viscéral. Ça vient des entrailles et ça sera toujours présent. Et donc, je crois que beaucoup ont su accueillir ça. Et on n'empêche pas les maladresses, mais moi, je me suis toujours mis à distance de ça. Et j'ai toujours voulu voir voilà, le bon et la bienveillance dans ceux qui avaient une parole pour moi et une pensée pour Maïli. Moi, ce qui m'importe, c'est que les gens n'oublient pas Maïli. Donc, si on vient me parler d'elle ou qu'on me demande comment je vais, et ben, même si c'est difficile de répondre à cette question, j'y réponds. Et qu'est-ce qui t'aide à tenir, à continuer malgré tout ça? Alors, bien malgré elle, celle qui m'aide à tenir surtout, c'est Aria, ma deuxième fille. J'ai dit bien malgré elle parce que elle est devenue mon moteur. Ça me dérange un peu parce que du haut de ses 8 ans, c'est quand même très très lourd à porter pour une petite fille d'être le moteur de sa maman. Donc j'essaye de ne pas trop lui montrer ou lui faire comprendre, mais je le dis très clairement, sans Aria, il y a longtemps que j'aurais rejoint Maïli, parce que ma place c'est auprès de mes filles et que ben aujourd'hui j'en ai une ici et une autre je ne sais où, s'il existe un je ne sais quoi où elle pourrait être, et que je me retrouve Tu tiraillée. as Ouais, 2 filles, ouais. ouais, j'ai deux filles et ma place est Tu auprès auras d'elles. toujours 2 filles. Ouais, c'est ça. Donc Aria, c'est vraiment mon moteur principal, mais il y a d'autres choses que j'ai pu mettre en place avec le temps. Déjà, honorer la promesse que j'ai faite à Maïli, hein, la dernière promesse. Alors, elle était inconsciente, mais voilà, c'est les derniers mots pardon, que j'ai pu lui prononcer. Je tiendrai parole et promesse, je ferai tout pour que justice soit rendue à ma fille. Et ça me maintient aussi énormément. Et cette cause et ce côté militant, en tout cas, faire quelque chose de ce drame, faire de la prévention, sensibiliser, et c'est ce que je fais un peu aujourd'hui aussi au travers de mon témoignage. Je sens que ça a du sens pour moi, c'est juste qu'aujourd'hui, je suis trop fragile émotionnellement pour le faire quotidiennement ou en tout cas envisager d'en faire quelque chose professionnellement parlant. Mais en tout cas, ça m'aide à tenir parce qu'il y a une petite projection de quelque chose. Ça fait vraiment quelques semaines hein, que je suis en capacité de parler et de me projeter comme ça, puisque la capacité de me projeter, je l'avais perdue pendant des mois et des mois. Hein. Je n'arrivais pas à envisager dans 6 mois, dans 3 ans, dans quoi que ce soit. C'était impossible pour moi sans Maïli. Aujourd'hui, je sens qu'avec le suivi, le traitement, etc., ça chemine un petit peu. Ça ne veut pas dire que ça sera guéri, mais ça chemine. Et du coup, ça chemine à tel point que j'ai ressenti le besoin dernièrement de faire quelque chose de mes mains. Je n'ai jamais été vraiment manuelle et puis en fait, un jour, je me suis décrite comme une assiette brisée, cassée en 1000 morceaux et dont on ne peut pas recoller les morceaux tellement il y en a et tellement certains sont en poudre. Et en fait, j'expliquais, j'aime beaucoup utiliser les images pour essayer de décrire un peu ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et en fait, cette image, le fait de le dire et de m'entendre le dire, ça a généré un déclic. Et j'ai pensé à faire quelque chose avec des assiettes cassées. Et donc, je suis devenue petite créatrice de bijoux à mon niveau. Alors, je fais ça vraiment pour moi. Je ne commercialise rien pour le moment, mais j'ai tellement de bons retours que je me dis que peut-être il y a quelque chose à faire de ce côté-là aussi. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de redonner vie. Et ça a du sens pour moi. Redonner vie à des objets anciens, brisés, destinés à la poubelle ou complètement oubliés au fond d'un tiroir. Et ça, c'est un peu moi. Et j'essaye de faire quelque chose des fragments
de moi et donc c'est les fragments d'assiettes que je taille, que je sculpte pour en faire des bijoux, des boucles d'oreilles, des bagues, etc. Et donc ben j'ai appelé cette activité-là la fabrique à reliques et cette fabrique à reliques, en fait, pour moi, la relique, c'est un objet précieux, quelque chose de spirituel, mais pas forcément que spirituel. C'est quelque chose de précieux, de brillant, de cher à notre cœur. Et la vaisselle ancienne aussi peut être chère au cœur de beaucoup de personnes parce que c'est des repas de famille, c'est des souvenirs inoubliables et le fait de les porter sur soi, fabriquer des reliques avec voilà quelque chose d'ancien, l'assiette ancienne, c'est upcyclé, c'est bon pour la planète aussi et ça touche à mes valeurs. Et puis Et ça a tellement de sens c'est ça. aujourd'hui. Et en fait, voilà, je me suis lancée là-dedans sans jamais avoir touché un outil, une perceuse, etc. Et puis au début, je me disais, mais tu vas pas être capable. Et puis finalement, si. Et je me rends compte que la matière, la porcelaine ou la faïence, m'apporte beaucoup de réconfort parce que quand je crée, je ne pense plus à rien. Ça veut pas dire que j'oublie Miley ou mes combats. Non, mais comme une forme d'art-thérapie, j'imagine. Exactement, tout à fait. Aria fait de l'art-thérapie d'ailleurs, ça fait partie des thérapies qu'on a mises en place pour elle. Aria est très, s'exprime énormément par le biais de l'art et moi c'est venu comme ça, euh, avec cette image, la façon dont je me suis décrite. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de gentils retours de personnes qui trouvent que c'est très joli, c'est très chouette, c'est une belle idée. Et je crois que je suis pas la seule à faire ça. Hein. Du coup, je me suis renseignée parce que j'ai découvert d'autres créatrices, pardon, qui utilisent aussi la porcelaine, la faïence pour créer des bijoux. Et on n'est pas beaucoup, par contre. Donc, je trouve que c'est Oui, assez. c'est très. Moi, je suis allée voir la page un petit peu et d'ailleurs, j'ai vu ça sur Insta. Donc, la fabrique à reliques, hein, pour ceux qui veulent aller jeter un œil. Euh, voilà. Bah, merci. Non, je trouve ça vraiment très beau, donc au passage. Merci. Et puis quelle belle lumière. Est-ce que tu as un message à faire passer aux autres parents, à la justice, aux politiques ou au public? Alors je vais englober un petit peu tout le monde, parce que finalement, qu'on soit, dans le monde de la justice, du politique, de la médecine, de ça peut toucher tout le monde. L'homicide routier peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri. Ce que je peux dire aux parents, plus précisément, mais on le dit, on le sait, mais profitez de chaque instant avec les enfants parce qu'on se dit qu'on a le temps, mais en fait, la vie à tout moment peut décider, de nous prendre un de nos proches et donc faut chérir tous les moments. L'adolescence, c'est une période pas facile du tout. Nous avons traversé quelques tempêtes avec Miley et puis c'était devenu bien plus stable depuis voilà quelques mois avant son décès. Mais chérissez tous les moments et même les disputes. Tous les moments sont bons et finalement c'est les petits gestes du quotidien et les petites choses du quotidien qui manquent le plus. Donc chérissez vos enfants et protégez vos enfants parce que aujourd'hui on vit dans un monde où quand même les enfants sont très vulnérables pour différentes raisons, hein, pas que pour la délinquance routière. Donc ouais, attention à vos enfants, on le dit jamais assez. Ce que je peux dire quand même et rappeler aussi aux parents, aux politiques, à tout le monde, c'est que quand même en 2024, c'est 3432 personnes qui sont décédées sur les routes, c'est énorme. C'est environ 700 jeunes, de moins de 25 ans. Et rien qu'en mai 2025, c'est 51 jeunes de moins de 24 ans qui sont morts sur les routes. On tue nos jeunes sur les routes françaises, c'est quand même inquiétant pour l'avenir du pays et de nous tous. Donc, s'il y a un code de la route, c'est pas pour rien et ça n'arrive pas qu'aux autres, je le redis. Donc, vous n'êtes pas seul sur la route, même si vous pensez que vous avez juste bu un petit coup de trop et que vous rentrez paisiblement chez vous sans excès de vitesse, dites-vous qu'il peut toujours y avoir quelqu'un sur la route. J'aimerais que la justice puisse reconnaître mieux les victimes, qu'il y ait une meilleure reconnaissance des victimes et des familles de victimes, qu'elles soient reconnues en tant que telles et que les peines soient appliquées. Les peines prévues par la loi existent, mais elles sont rarement ou trop rarement appliquées, à mon sens.
Aujourd'hui, on peut tuer quelqu'un et continuer sa vie normalement sans faire de prison, etc. Alors que les peines prévues par la loi prévoient des peines d'emprisonnement, etc., entre autres. Donc évidemment que la prison ne ramènera pas mon enfant, mais je crois que si les peines étaient plus souvent appliquées, peut-être que le message auprès des usagers de la route serait peut-être plus percutant. J'imagine. Voilà. Et aussi, à tout le monde, vis-à-vis du don d'organes, parlez-en. Parlez-en et positionnez-vous, et ça restera votre décision et on n'obligera personne à donner ses organes si elle ne le souhaite pas. Mais c'est important de vous positionner auprès de vos proches et éviter de faire de ce sujet un sujet trop tabou, parce que quand on se retrouve J'allais le confronté dire. à faire des choix, c'est terrible. Voilà ce que je peux dire. Surtout, ce que je peux dire, c'est que Miley n'a pas eu la chance de se faire connaître au monde, et c'est devenu maintenant ma mission qu'elle soit connue par le monde, notamment au travers de son geste lié au don d'organes, mais également parce qu'elle a subi la bêtise humaine et que l'irresponsabilité, l'égoïsme, et je crois que ça relève de chacun que de changer son mode de fonctionnement, et notamment sur la route. Oui, exactement. Je te remercie, Aurélie. Et si tu avais un dernier message à adresser directement à Maëlie, que lui dirais-tu? Je lui dirais je t'aime, mais même si je suis perdue dans mes croyances, je lui dis tous les jours. Je lui dirais que certes, je suis pulvérisée, qu'il y a une hémorragie dans mon cœur qui sera jamais soignée, mais la seule chose qui reste intacte de moi, c'est l'amour que j'ai pour elle. Et de ce que je peux constater, pour l'expérimenter depuis 1 an, c'est que l'amour est bien plus fort que la mort, et que je continuerai de t'aimer, ma fille. Je te l'avais dit, tu peux faire ce que tu veux, de toute façon, je t'aimerai toujours. Et c'est réellement ça. Je suis comme ces assiettes complètement en mille morceaux, mais malgré tout, mon amour pour ma fille, Maëlie, est toujours intact. Et je m'accroche à ça. Merci énormément, Aurélie. Merci pour ton courage, pour ta vérité, pour ton amour immense. Là, je suis un peu émue, je suis désolée. Merci d'avoir posé ta voix ici. Elle restera, elle comptera. À vous qui écoutez, ce que vous venez d'entendre n'est pas une exception. C'est malheureusement un exemple parmi tant d'autres de ce que vivent des familles qu'on laisse seules face à l'injustice. Si vous avez été touché par ce témoignage, par l'histoire de Maëlie, soutenez Aurélie, partagez sa voix, faites du bruit pour ceux qu'on veut faire taire, pour Maëlie, pour les autres, pour que justice rime enfin avec vérité. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous dis à bientôt dans un prochain épisode de Je te vois, et d'ici là, prenez soin de ce qui ne se voit pas. Et Aurélie, je te remercie infiniment pour ton témoignage. Merci beaucoup à toi aussi. À bientôt. Je t'embrasse très très fort. Prends soin de toi. Merci.